Bonjour à tous, pardon pour le petit retard. Et voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir dans un théâtre, enfin, avec Florence Portelli, vice-présidente à la culture, et avec Anne-Louise Mesadieu, qui dirige la commission culture. Et on va vous demander d'accueillir Valérie Pécresse. Bonjour à tous, bonjour Benoît, bonjour Florence, bonjour Anne-Louise, bonjour à tous. Mille excuses pour mon retard, certain, mais qui est dû au fait que j'ai été prise en otage par des journalistes à l'entrée des artistes qui ne voulaient pas me lâcher. Donc j'ai fini par me libérer. Donc bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Frédéric et Mélanie qui nous ont permis d'avoir ce magnifique lieu de la Scala pour vous présenter notre futur projet culture pour 2021-2027. Et je voudrais remercier Natalika parce que du coup, elle vous a offert un vrai concert et ça nous manquait. Merci Nathalie. Et alors, elle m'a fait mixer. Elle m'a fait mixer sur les quais de Seine et du coup c'était une belle rencontre et je lui avais promis qu'un jour je la mettrais en valeur et merci mille fois. Merci de nous donner aussi un petit peu de légèreté et un petit peu de baume au cœur parce que cette culture qui a été beaucoup trop longtemps confinée ne demande qu'à se réveiller, qu'à ressusciter. Et évidemment la région qui a été là pendant toute la crise à vos côtés, eh bien la région va faire encore davantage et on a prévu plein d'idées nouvelles pour ce peut-être prochain mandat, on l'espère en tout cas nous. On a prévu plein d'idées nouvelles et on va en discuter ensemble. Alors d'abord un petit retour en arrière sur notre bilan, parce que mine de rien, on ne part pas de zéro. Et moi, pourquoi on va vous parler un petit peu du bilan? C'est un petit peu fastidieux, vous allez me dire. On va vous parler du bilan parce que les hommes et les femmes politiques sont connus pour ne pas souvent tenir leurs promesses. Nous avions fait une promesse, 20% de hausse du budget de la culture. Et cette promesse, elle a été tenue. Nous avions élaboré une stratégie culturelle avec 3 axes. L'inclusion, l'itinérance pour sortir la culture de l'entre-soi parisien et la création, pour que l'Île-de-France devienne vraiment la capitale de la création en Europe. Et sur tous ces sujets-là, je crois qu'on a un certain nombre de choses à dire. Et donc, après avoir salué tous ceux qui sont parmi nous, Mathilde Amès, Lai Johnson, Jean-Christophe Ruffin, Serge Lasvigne, José-Manuel Goncalves, Jean-Paul Carpita, Antoine Baduel, Feriel Bakouri, Magda Danis, Anne-Marie Lazzarini, Adrien Goetz, Gabriel Lebaumin, Jean-Paul Cluzel, Alain Seban, Olivier Meyer, Jean-François Boyer, Catherine Pégard, Nathalie Rapaport, Valérie Toubiana, Vincent Échesse, et évidemment tous les élus qui sont présents dans cette salle et qui s'intéressent à la culture. Je vais passer la parole à Florence Portelli et à Anne-Louise Mesadieu pour qu'elles nous parlent en vidéo notamment de ce bilan des 6 années et vous verrez ces engagements tenus. Merci Valérie, bonsoir, bonjour, je ne sais même pas ce qu'on peut dire à cette heure-là, à toutes et à tous. Et en effet, un grand bonheur d'être dans un théâtre et d'avoir le droit d'y être, on tient le bon bout. Donc Valérie a déjà très bien dit, il y a un bilan et on est fiers de ce bilan et on était fiers déjà de la promesse de campagne de 2015, parce que moi je vous le dis très humblement, je n'aurais peut-être pas suivi à ce point Valérie Pécresse si je n'avais pas été estomaquée qu'elle ose annoncer une hausse de 20% du budget culturel. C'était la première fois que j'entendais vraiment une femme politique s'engager à ce point-là, concrètement, parce que vous allez me dire c'est bien les promesses, mais là c'est des chiffres, c'est de la réalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on l'a suivie, parce qu'elle était innovante là-dedans, notamment dans son courant, et ça a été une fierté pour nous de la suivre avec Agnès Evren. Et on a la première chose vraiment qui a été une prise de conscience très forte avec Valérie en 2015, c'est que la Fondation Maison France,
c'est justement c'est la culture. La culture, c'est pas simplement la décoration et les meubles dans une maison, c'est la fondation. Et à partir de là, eh ben, il faut savoir décliner un projet ambitieux, et notamment avec 11 items, enfin plusieurs items, tout ce qui est audiovisuel, spectacle vivant, création, audiovisuel, patrimoine, écriture, jeux numériques aussi, art plastique, vidéo. Tout ça, ça a été justement acté et mis dans un programme très très précis, pour justement pouvoir avancer. Et la musique, oui, de ma part, c'est vraiment un acte manqué, en effet. Et l'éducation artistique et culturelle. Donc voilà ce qui a été accompli. Et puis accompli aussi avec une volonté très forte de réduire, de lutter contre les différentes fractures qui émaillent notre pays. Il y a une citation de Francis Blanche que j'aime beaucoup. C'est « Quand j'entends le mot revolver, je sors ma culture ». Et je dirais que c'est un peu ce qui a permis de décliner ce qui s'est fait. Donc, comme l'a rappelé Valérie, à partir d'un budget en très forte hausse, on y reviendra, mais au lieu des 20% annoncés en 2015 qui m'avaient tant séduit, on est passé en fait à 40%. Donc c'est extraordinaire. On est passé en fait de 83 millions d'euros à 119 millions d'euros à la fin 2020, donc sur l'année dernière. Donc c'est une hausse exceptionnelle. Et on a défini 3 principes forts, comme l'a rappelé Valérie: l'inclusion, l'itinérance et la création. C'est extrêmement important. Alors, une culture inclusive pour tous, dans une société qui est quand même de plus en plus violente, et c'était quelque chose qui était très important pour Valérie et son équipe de le porter. Et par rapport à cette société violentée, il y a eu des grands projets qui ont été menés par Valérie Pécresse et sa majorité. Je prends notamment un exemple qui va peut-être vous parler. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Demos de la Philharmonie, qui est un très très beau projet, qui permet à des enfants en quartier prioritaire d'apprendre la musique et d'aller jouer à la Philharmonie. Et bien voilà, maintenant la région finance les instruments de musique. Ça, c'est du concret. Et en même temps, ça rend ces enfants fiers et surtout capables, dans une société qui manque cruellement d'empathie, ces enfants capables d'aller vers l'autre, de respecter l'autre et d'avoir, voilà, moi je dirais peut-être aussi restaurer de l'empathie. On est dans une société qui en manque cruellement, et ce n'est pas un vain mot. Empathie et dignité, ça passe aussi par la culture. Une culture itinérante sur tous les territoires, avec un soutien aussi accru à la création et à la diffusion, et notamment en direction des talents émergents. D'ailleurs, tout à l'heure, vous en aurez une illustration, mais je ne vais pas tout dire pour réserver des surprises à Valérie Pécresse. Mais une société où la culture est repliée sur elle-même, c'est une culture qui s'assèche. Et on ne peut pas ne pas transmettre aux générations futures. Et pour transmettre, c'est aussi leur permettre d'exister, leur permettre de rayonner. Et pour ça, il faut avoir la générosité de leur laisser la place. Et un des maîtres mots de la présidente de région, ça a été comment on renforce la création en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est un territoire extraordinaire au niveau culturel, mais là-dessus, on était hyper en retard. Donc c'est notamment grâce à cette perspective qu'un concours a été lancé qui s'appelle Forte et qui permet notamment de mettre en scène, de promouvoir des talents émergents en Île-de-France. Une culture itinérante sur tous les territoires, comme on le disait. Pourquoi ? Parce que l'Île-de-France, c'est une région qui est fracturée. Souvent, on dit l'Île-de-France, c'est riche, parce qu'on parle de Paris et de tout ce qui existe à Paris. Et en réalité, c'est pas riche du tout. Moi-même, je suis élue dans le Val d'Oise. Et je suis ravie qu'enfin, la Grande Couronne ait pu concrètement exister. La fracture territoriale, c'est une vraie réalité. Et si vous ne luttez pas contre les fractures territoriales, en remettant des moyens et de la culture en grande couronne, en petite couronne, mais aussi en zone rurale et en quartier prioritaire, on ne peut pas parler de service public de la culture. Et pour que ce soit un service public, il faut que ce soit rayonnant sur tous les territoires. Et à travers le patrimoine, le label patrimoine d'intérêt régional sur lequel on reviendra tout à l'heure, à travers le bonus rural, à travers aussi une nouvelle définition des quartiers prioritaires. Vous savez, avant, on fléchait parfois des aides dans ce qu'on appelle les QPV. Et nous, on a redéfini les QPV, on a défini ça en quartier populaire pour aller encore plus loin, parce que vous savez, souvent, les réalités sociologiques, ce n'est pas forcément des données administratives. Donc, c'est tous les territoires qui ont été ciblés par l'aide culturelle, enfin. On a même triplé les aides en Grande Couronne. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut parler enfin de services publics de la culture en Île-de-France. Sur les grands défis que nous avons relevés, il y avait aussi la concurrence internationale.
Donc comme on vous le disait, grâce à la création, grâce à l'émergence des nouveaux talents, c'est une manière aussi de concurrencer l'international, ou grâce au fonds qui a été fait en faveur du cinéma, des productions minoritaires, cette nouvelle subvention dont parlera tout à l'heure Anne-Louise très probablement. Un meilleur accès, donc comme je vous le disais, de tous les Français, de tous les franciliens à la culture, de tous les Français on aimerait aussi d'ailleurs, et le rééquilibrage de l'offre culturelle, comme je vous le disais, entre les trois différentes zones, grandes et petites couronnes, de chaque côté du périphérique, et entre zones rurales et QPV, sans oublier évidemment les autres. Et enfin, je dirais enfin l'Île-de-France, de mon point de vue, alors je suis de parti pris, mais c'est pas grave, on a l'impression vraiment qu'elle a retrouvé sur le plan culturel sa place en Europe. Et ça fait plaisir. Et ça passe aussi par des choses emblématiques. Par exemple, quand l'Île-de-France est la première à réagir sur l'incendie de Notre-Dame et à mettre de l'argent concrètement, parce qu'il y a de l'argent qui a été économisé, donc c'est facile du coup de mettre de l'argent pour Notre-Dame de Paris, et ça rend fier. Quand il y a des territoires oubliés comme l'Essonne et où les réserves du Centre Pompidou, une fabrique d'art, vont pouvoir se développer grâce au sauvetage de la présidente de région, ça rend très fier. Quand on est en Seine-Saint-Denis et qu'on monte la flèche de la basilique de Saint-Denis, qui permet en plus de restaurer les métiers du patrimoine, ça aussi, ça rend fier. Donc voilà, l'Île-de-France, elle rayonne. L'Île-de-France, elle rayonne sur son territoire et au-delà. Et voilà le bilan qu'on voulait vous présenter. C'est un bilan dont, en tous les cas, on est très très fiers. Merci Valérie Pécresse. Alors, on va vous présenter, nous avons la chance d'avoir des grands noms de la culture et de l'art qui ont accepté de faire des témoignages. Donc je vous propose de regarder la première vidéo autour d'une femme que nous admirons énormément, qui est une metteur en scène, une comédienne et une directrice de théâtre. Je vous laisse découvrir sa vidéo. Je suis Anne-Marie Lazzarini, je suis metteur en scène et co-directrice de l'Artistique Théâtre situé à Paris dans le 11e arrondissement. Nous bénéficions d'une permanence artistique et culturelle de la région Île-de-France. Depuis 2017, cette aide est de 4 ans et cela est crucial parce que cela permet de se projeter sur plusieurs années et donc de pouvoir diversifier nos projets et bien sûr de nous ancrer plus fortement sur le territoire. Ce dispositif est fondamental à la fois pour nos créations et pour la diffusion de nos spectacles. Merci Anne-Marie. Alors, pour rappel aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, augmentation d'un budget, non pas de 20%, mais finalement de 40%, 119 millions d'euros l'année dernière sur le budget, alors qu'on était à 83 millions en arrivant, et plus de 500 millions destinés justement, consacrés à des projets culturels sur tous les territoires. Donc on va lancer le deuxième témoignage. Alors, il s'agit d'une chef d'orchestre, parce que oui, il y en a, comme il y a d'ailleurs des compositrices, et elle tenait aussi à témoigner. Bonjour, je m'appelle Zaya Ziwani, je suis chef d'orchestre et directrice musicale de l'Orchestre Symphonique Divertimento. L'Orchestre Divertimento a été fondé il y a 20 ans et est basé en Seine-Saint-Denis et particulièrement à Stains, sur le territoire de Plaine Commune. Avec le soutien de la région Île-de-France, nous avons pu développer un certain nombre de projets artistiques partout dans la région Île-de-France et développer de nouveaux liens avec les différents territoires et les différents départements. L'Orchestre Symphonique Divertimento n'est pas simplement qu'un orchestre symphonique, mais c'est aussi un projet culturel au service d'un territoire, d'un grand territoire, celui de la région Île-de-France. Nous avons pu y développer de nombreuses collaborations avec des collectivités locales sur tous les départements de cette grande région et aussi développer davantage nos projets d'action culturelle et de transmission. Grâce au dispositif EAC, nous avons pu particulièrement développer également les bénéficiaires de nos actions et permettre à de nombreux lycéens de pouvoir découvrir la musique, venir au concert et puis aussi rencontrer les musiciens de l'orchestre. Nous sommes très heureux d'avoir pu développer tous ces projets ambitieux sur la région Île-de-France. Un grand merci à tous nos partenaires et particulièrement à la région Île-de-France de nous avoir accompagnés ces derniers mois, ces dernières années dans nos projets artistiques et d'éducation artistique et culturelle. Alors pour accéder à la culture, autant être biberonné à la culture dès le plus jeune âge. Et la compétence région, ça se traduit à travers les lycées.
Et jusque-là, on ne peut pas dire vraiment que c'était la culture maison. Et on a vraiment insisté pour que déjà les organismes associés de la région viennent dans les lycées, l'Orchestre national d'Île-de-France, mais aussi, je parle sous le contrôle de Florence Berthoud, le FRAC avec la Flash Collection qui vient présenter de l'art contemporain dans les lycées. Et puis tout ce qui s'est fait au niveau de la littérature, des cinémas, des résidences d'écrivains, d'artistes. Et c'est 500 000 lycéens qui ont bénéficié de cette action éducative et culturelle. Alors, la vidéo suivante, c'est quelqu'un qui incarne vraiment, qui est vraiment une voix dans le patrimoine, qui l'incarne, dont on suit les récits avec passion parce que c'est un passionné, et quelqu'un qui est d'une érudition exceptionnelle et qui a justement tenu à témoigner sur ce que la région fait en matière patrimoniale. Certains vont dire que je prêche pour ma paroisse, mais il me semble que le critère le plus pertinent pour évaluer une politique régionale est le critère de la culture en général et celui du patrimoine en particulier. Or, si j'observe ce qui s'est fait pendant la dernière mandature par rapport à la mandature précédente, on a vu le budget général du patrimoine passer de 21,6 millions à 66,8 millions, c'est-à-dire que ce budget, il a plus que triplé. Et encore sur les 66,8 millions, j'ai vérifié, c'est 62,5 millions d'euros qui ont été investis. Et ça me paraît aller dans le bon sens. L'idéal, c'est que ça continue dans le même sens, bien entendu, sur la même lancée. Alors, ne parlons pas seulement de chiffres, parlons aussi de symboles. Par exemple, la création en 2018 de ce label patrimoine d'intérêt régional. Pour tous ceux qui sont attachés, qui sont amoureux du patrimoine de l'Île-de-France, je pense que ça fait partie des choses importantes. 140 labels distribués depuis 2018. Et puis, tout le reste, la valorisation du patrimoine à travers une politique éditoriale assez énergique, pour ne pas dire musclée, la création de nouvelles collections, le développement des éditions dans tous les domaines du patrimoine. L'ouverture des jardins, plus de 100 000 franciliens, ça j'ai été assez étonné d'ailleurs de voir ce chiffre, plus de 100 000 franciliens depuis 2018 dans tous ces jardins qui sont ouverts pendant l'été, en juillet et en août. Franck Ferrand, il a presque fallu le couper tellement il était dithyrambique. Hein. Mais justement, ça fait plaisir d'entendre des passionnés. Et en effet, la création du label Patrimoine d'intérêt régional, c'est une belle création. Parce que, comme dit Valérie Pécresse, on est plein de petites Notre-Dame. Il n'y a pas que les petites Notre-Dame qui ont été fléchées. D'ailleurs, il y a certes des châteaux, mais aussi des cités-jardins, des halles au fromage, des gares, des endroits qui, à un moment donné de l'histoire d'un village ou d'une ville, ont symbolisé son identité ou une partie de sa vie, de sa renommée, de la sociologie, de ce que vivaient les gens. Et c'est pour ça que ce patrimoine a été créé. Et non seulement ça aide parfois même des petites communes rurales à pouvoir les restaurer, mais ça permet simplement de faire vivre leur identité. Et c'est un très très beau label qui a été créé. Comme le disait Franck Ferrand, il y a eu une énorme augmentation budgétaire. Donc, et aussi, ce qui est très important, qui va être très important pour la suite, c'est toute l'aide aux métiers de l'artisanat, les métiers du patrimoine, parce qu'en fait, ce sont des filières d'avenir. Et culture et patrimoine, ce ne sont pas des voies de garage, ce sont aussi des voies économiques, c'est porteur d'emploi. Justement, le patrimoine le symbolise très très bien. Alors, avant de laisser la parole à mon amie et consoeur, Anne-Louise, juste un point aussi pour vous rappeler la création du Festival des Jardins ouverts. Les jardins, la verdure, ce qui est paysager, surtout dans une région comme la nôtre qui l'est de manière très importante, qui est une terre aussi agricole, eh bien ces jardins, ils ont été un peu ressuscités, mis en valeur à travers justement les jardins ouverts, et c'est plus de 500 000 visiteurs qui se sont pressés depuis 2017 sur 200 jardins ou parcs ou espaces verts franciliens chaque année pour une programmation artistique et culturelle. Donc l'environnement peut aussi servir la culture et vice-versa. D'ailleurs, la culture peut servir l'environnement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et je vais laisser la parole à ma chère Anne-Louise pour la suite du bilan. Merci, chère Florence. Bonjour à tous. Vous l'avez tous dit, hein, ô combien nous sommes heureux d'être dans un théâtre aujourd'hui pour vous présenter notre bilan culture. Culture qui, pour nous, est non seulement essentielle, c'est un vecteur de cohésion sociale,
Et si je peux me permettre de paraphraser Maurice Fleuret, c'est aussi un enjeu de civilisation. Florence l'a rappelé, hein, nous avons tout fait pour éviter les fractures, pour déplacer la culture de Paris, pour l'amener ailleurs. C'est en ce sens que nous avons permis la réouverture de la maison Cocteau. Et j'entends Muriel Janton qui me susurre à l'oreille que la maison ne va pas tarder à ouvrir. Donc prenez note dès aujourd'hui. C'est également les réserves. On a parlé de Pompidou tout à l'heure, à Massy. On salue la présence de Monsieur Lavigne. Et avant de lancer la vidéo, je voudrais saluer la présence des scénaristes, des amoureux de cinéma qui sans doute ce matin étaient rivés face à l'écran pour connaître les films sélectionnés pour les 74e festivals. Donc je salue Gabriel Lebaumin de Gaulle, Victor Robert, Charlie, un journal qui ne voulait pas mourir. Donc sans plus tarder, la vidéo sur le cinéma. Christina Larsen, je suis productrice indépendante de cinéma. Lors de la dernière mandature, le volume global des aides est passé de 14,5 millions à 18 millions, donc c'est vraiment un gros effort qui a été fait, en tout cas pour le cinéma. Il y a 150 films en plus qui ont été aidés. C'est un choix qui a été fait par la région d'attribuer plus d'aides en les capant. De mon point de vue, moi, de professionnel, c'est très bien, nécessairement. Il y a une catégorisation de ces aides en 3 collèges qui permet, en fait, aujourd'hui, que la moitié de ces aides en fait sont fléchées vers des premiers et des deuxièmes films, donc c'est forcément une aide à la création et aux gens qui démarrent. Il faut que ça continue, voilà, et j'espère que nous espérons tous, en tant que producteurs, non seulement que ces aides vont être maintenues, mais que elles sont destinées à être développées, poursuivies. Bonjour, je suis Dominique Besnéard. Eh bien, malgré des différences de sensibilité politique, j'apprécie beaucoup Valérie Pécresse. Je voulais aussi remercier pour ce qu'elle fait pour le cinéma, ou ceux qui le font pour le cinéma, entourée de ses équipes et de ses commissions, puisqu'on est passé de 370 films à 520 en 5 ans. Donc ça veut dire que je n'ai pas forcément eu un film récompensé, mais par rapport au cinéma et par rapport à tous les films qu'on voit pour Angoulême, souvent je vois la région Île-de-France. Donc merci à cette commission, merci à cette région, et puis je leur souhaite bonne chance. En effet, Dominique Besnéard et Christina Larsen ont parfaitement résumé notre action en matière de cinéma. Grâce à la volonté de la présidente, nous avons fait de la région Île-de-France la première région en matière de cinéma. Outre le rayonnement, la qualité, la création, c'est également l'attractivité économique, ce qu'il faut savoir sur les 500 films soutenus, et je dirais même 720 si on compte l'aide à l'écriture de scénarios et autres. C'est un rapport de 1 à 16, donc c'est-à-dire 140 000 emplois. Donc je pense qu'ils l'ont parfaitement résumé. C'est également notre volonté aussi, c'est d'accentuer par rapport aux jeux vidéo pour permettre le travail et pour aussi garder nos talents afin d'éviter qu'ils s'expatrient à l'extérieur. En somme, nous avons fait du cinéma de la région Île-de-France la première région en matière de cinéma, et je suis sûre que vous avez constaté qu'on a quelques films qui sont sélectionnés pour le festival de Cannes. Je laisse la place à la technique pour la prochaine vidéo. Alors la région m'accompagne au titre du développement de la permanence artistique et culturelle depuis maintenant 4 ans. On a cette chance de pouvoir être soutenus. Les artistes en ont bien besoin. Cet accompagnement de la permanence artistique et culturelle est fondamental parce qu'on développe plusieurs volets au sein du Théâtre du Corps. Évidemment, il y a la création, la diffusion des œuvres, tout le travail que l'on fait dans les théâtres qui nous accompagnent et qui sont des théâtres partenaires. La région nous a aidés aussi à peut-être quelque part concrétiser ce rêve de ce nouveau centre de formation. Voilà. Donc j'espère que c'est une collaboration qui va
qui va perdurer. Ici, on est dans un lieu de création, on est dans un lieu d'échange, on est dans une fabrique des artistes citoyens, militants aussi. Et je pense que notre travail, autant le public fait le travail de venir nous voir dans les théâtres, autant nous aussi, on a ce travail aussi de cette approche de venir vers eux et d'expliquer quel est notre métier. En tous les cas, l'accompagnement de la région est fondamental, oui, pour les artistes. Bonjour, je suis Robin Renucci, je suis directeur des Tréteaux de France, qui sont un centre dramatique national. Depuis 5 ans maintenant, dans un partenariat avec la région Île-de-France, les Tréteaux de France sont sur les îles de loisirs de Cergy-Pontoise, de Saint-Quentin en Yvelines, de Draveil, Port-aux-Cerises. Nous sommes dans une aventure qui est à l'initiative de la région, qui s'appelle « L'Île-de-France fête le théâtre ». Tout notre travail, c'est de leur permettre de venir en famille, participer à des ateliers et venir voir des spectacles. C'est tout à fait étonnant de se dire que ce sont des publics nouveaux, qui ne sont pour certains jamais allés au théâtre. Et nous avons pu voir dans les 4 années précédentes que des jeunes gens revenaient voir des pièces de théâtre qui sont d'un répertoire parfois exigeant, mais nous sommes attentifs à, je peux dire, spéculer sur l'intelligence de ce public nouveau qui vient parfois plusieurs fois, une première fois seul, puis en famille, dans les temps de 10 jours à peu près où ils sont sur ces îles de loisirs. Donc ce partenariat est joyeux, il est bénéfique, je crois, pour encore une fois nos objectifs de démocratisation de l'art et de la culture avec les franciliens. Tout à fait, démocratiser la culture et Robin et Marie-Claude résument ce leitmotiv que nous avons fait nôtre, qui est la phrase chère à André Malraux, de la culture partout et pour tous. Donc l'été culturel permet justement à un public, je dirais, empêché, ou les jeunes qui ne partent pas en vacances, de pouvoir bénéficier, de profiter de la culture. Donc pour nous, à la région, nous avons fait de ces actions de véritables preuves d'amour, non pas uniquement 2 mots en disant que nous allons amener la culture à tous, mais nous en avons vraiment fait, nous l'avons vraiment concrétisé. Place à la prochaine vidéo. Bonjour, Magda Danis, galeriste d'art contemporain à Paris, Shanghai et Londres. Le prix Forte, c'est un de ces prix qui est aujourd'hui l'un des mieux dotés en création visuelle et qui a une réelle vocation d'aider les jeunes créateurs dans leurs premières années pour s'établir et réellement pouvoir commencer à développer une carrière avec des projets qui sont à la fois structurés et inscrits dans une certaine durée, voire en collaboration avec des organisations artistiques de la région Île-de-France. La région, elle s'inscrit dans un vrai projet de territoire au sens large, de Cergy-Pontoise à Fontainebleau, étant répartie sur 8 départements, avec une richesse autant de publics que de créateurs. N'oublions pas que la région Île-de-France, c'est une très grande majorité, plus de 50% des artistes français qui y vivent, et donc aussi cette vocation à rayonner dans le monde entier, à pouvoir montrer à quel point l'Île-de-France est importante en termes de créativité, d'innovation, de nouvelles idées, construire le futur, mais aussi l'exporter. Cette question d'exporter nos talents, la région le soutient en, par exemple, finançant en partie des salons qui sont réalisés à l'étranger et où nos artistes, nos talents sont montrés. La région, par exemple, est à l'écoute en particulier de ce qui est de l'ordre de la formation, de construire le futur. C'est important aussi aujourd'hui de pouvoir entendre quels sont les besoins des professionnels des arts visuels pour pouvoir, dès aujourd'hui, enseigner, former nos jeunes aux métiers de demain, d'où qu'ils viennent, où qu'ils aillent ensuite, mais réellement créer les compétences au sein de notre territoire. Le Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France est un acteur majeur de soutien à la création. Mais depuis plus de 30 ans, nous n'avions pas de lieu pour pouvoir protéger notre collection depuis 2000 œuvres, pouvoir restaurer cette collection et surtout la donner à voir au plus grand nombre. Nous sommes arrivés à mener à bon port ce projet qui est un projet tout à fait singulier et inégalé en France, puisque plus du quart de ces réserves sont accessibles au public.
Et le choix de ce lieu est tout à fait symbolique puisque nous sommes en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. C'est bien évidemment une politique d'accès à la culture sur tous les territoires de l'Île-de-France. Les programmes du Fonds régional d'art contemporain sont accessibles chaque année maintenant à plus de 100 000 personnes. Donc les Franciliens disent merci à Valérie Pécresse. Création, émergence des talents, tout est dit. Je sais que nous avons pris un peu de retard, donc j'invite à lancer les vidéos. Je commenterai au fur et à mesure pour pouvoir présenter le programme de la prochaine mandature. Pour moi, c'était très important parce que non seulement je pouvais dégager du temps pour travailler, et ça veut dire que financièrement, j'étais tranquille, mais ça m'a permis aussi de faire de très belles rencontres, de travailler avec des lycéens, des élèves du lycée de Galilée dans le 13e arrondissement sur un projet sur une année. Et à l'issue de cette résidence, on a imprimé un petit recueil de poèmes rassemblant tous les textes qu'on a produits pendant une année. Et c'était vraiment passionnant. Franchement, je trouve que de la part de la région, c'est très précieux, quoi, de penser à ces jeunes, de penser à ce public-là. Parce que, comme je le dis souvent, ce sont les lecteurs de maintenant et de demain. À chaque fois, c'est le même émerveillement et de la part de ces lycéens qui voient arriver des écrivains, des gens qui ont écrit des livres. Et ça fait toute une différence. Et parce que tout de suite, ils sont dans l'écoute, ils sont dans le voyage avec nous. En effet, ce sont plus de 500 aides qui ont été attribuées aux auteurs, artistes, plus de 215 résidences d'écrivains que j'ai la joie et j'ai eu le privilège de présider aux côtés de Catherine Primevert et les leçons de littérature. Je sais que c'est un dispositif qui est fort à la présidente, qui est cher à la présidente, parce qu'il faut savoir qu'un livre peut sauver une vie, un livre peut réparer, peut permettre de rêver. Les leçons de littérature sont très prisées et pas plus tard, il y a 2 semaines, on faisait une leçon de littérature à Argenteuil, où Marc Lavoine invitait les jeunes à lire, à s'approprier le livre pour pouvoir rêver et oser, comme dirait Kant, sapere aude. Il faut oser rêver, oser savoir. Et c'est pour toutes ces raisons qui font que la région Île-de-France a tenu ses promesses en matière culturelle. Et je laisse la dernière vidéo et peut-être que Florence voudra introduire un de nos ambassadeurs de Forté, parce que je salue la présence de tous les ambassadeurs de Forté qui sont dans la salle. On lance la vidéo et Florence, je te laisse le soin de présenter notre ambassadeur. Je suis Brice, du groupe Billets d'Humeur, lauréat Forté. Je suis JB, du groupe Billets d'Humeur, lauréat Forté. Je suis Alan, du groupe Billets d'Humeur, lauréat Forté. Je suis Davy, du groupe Billets d'Humeur, et je suis lauréat Forté. Grâce à Forté, on a pu jouer dans des grands lieux, des beaux lieux comme l'Opéra Bastille juste derrière nous. Ça nous a aussi permis d'avoir un très bon apport pour pouvoir réaliser notre album. Ouais, aussi, ça a été un vrai coup de pouce. On a aussi réalisé notre clip grâce à la subvention Forté. Et on a rencontré pas mal de professionnels dans le milieu de la musique notamment. On avait eu la chance déjà d'intéresser un peu les professionnels de la musique en amont. Pour autant, il nous manquait un peu un levier pour réellement nous sentir accompagnés et pouvoir aller au bout de nos créations et de nos envies. Et il se trouve que Forté est arrivé à point parce que en fait, ça a permis à nos tourneurs, qui est devenu à la suite de ça notre label, de produire notre album et de nous permettre de tourner, d'aller un peu partout dans le monde. Souvent les artistes, ils ont beaucoup d'appréhension face à ce genre de subventions. Qu'est-ce qu'on doit en retour, etc. Et là, ce qui était assez fou finalement vis-à-vis de Forté, c'est qu'il y a tout à y gagner. En tout cas, nous, on l'a vécu de cette manière et on espère que les gens qu'on a recommandés, ils le vivront aussi de cette manière. Nous, à Forté, on a rencontré pas mal d'artistes et ça a été peut-être le truc le plus touchant. C'est qu'on a rencontré des peintres, des photographes, on a rencontré des vidéastes, des documentaristes. Et aujourd'hui, on est encore en lien avec eux. C'était une espèce de factory à la Andy Warhol. En fait. C'était beau.
Et franchement, sans Forte, on n'aurait pas pu mêler autant d'univers différents. Donc, merci Forte. Ouais, complètement. Merci, Forte. Je m'appelle Marie Zestier, je suis metteuse en scène et lauréate Forte pour mon projet L'Aiglon d'après Edmond Rostand. Une pièce que j'ai adaptée en 6 épisodes pour 13 acteurs et actrices de différentes générations. Le dispositif Forte m'a grandement aidée parce qu'il est arrivé au début de ma recherche de partenaires et c'était un premier coup de pouce vraiment suffisamment conséquent pour me crédibiliser auprès des partenaires coproducteurs potentiels que j'ai rencontrés par la suite. Là, sur ce projet, actuellement, et grâce au dispositif, on a pu créer les épisodes 3 et 4 de mon adaptation. Et on va créer les épisodes 5 et 6 et l'intégrale en novembre 2021 au Théâtre Montansier, à Versailles, dont je suis maintenant artiste associée. La région Île-de-France propose par ce dispositif une aide aux jeunes artistes qui est suffisamment conséquente pour leur donner les moyens d'aller au bout de leur audace et de projets comme le mien, hors normes et hors mode. En tant que jeune créateur, c'est toujours le premier soutien, la première aide qui est difficile à avoir. Que la région puisse être un partenaire coproducteur et prenne ce risque-là, c'est tout à fait appréciable. Bonjour, je suis Marja Satrapi. J'ai eu la chance l'année dernière de faire partie de la commission Forte, qui est le fonds régional pour les talents émergents. Donc, c'est des bourses qu'on a pu attribuer à des gens qui se trouvaient entre 18 et 30 ans, français, internationaux, mais vivant en Île-de-France. Ça a toujours été historiquement l'endroit où tous les artistes se sont rencontrés. Beaucoup d'artistes étrangers sont venus exercer à Paris, par exemple moi, et des bien plus connus que moi. Et en fait, avoir attribué cette bourse à ces jeunes talents, moi j'avais cette impression d'accompagner comme ça un bout de chemin pour que les gens puissent s'installer de nouveau dans cette magnifique région qui est l'Île-de-France, où il y a 60% des artistes qui vivent dans toute la France, et de pouvoir participer un peu à la réalisation de leurs rêves. Voilà, tout a été dit. Forte, c'est pas simplement les artistes qui sont aidés, c'est aussi parfois les compagnies, les endroits qui les accueillent. Et ça encourage aussi cela, et ça c'est très très important. Et vous voyez, vous aviez cette jeune femme qui monte l'Aiglon, là je pars sous le contrôle d'Anne-Marie Lazzarini ou d'Olivier Meyer. C'est une pièce qui est difficile, et le projet qu'elle a est très exigeant, et c'était incroyable de pouvoir la soutenir grâce à Forte. Et voilà, c'est un très très bel enjeu de soutenir ces talents émergents. Et justement, vous allez en entendre un, ça va me permettre de migrer par là-bas. Je crois qu'on doit installer d'ailleurs son banc, si je ne me trompe pas. Alors, pour vous orienter, c'est un musicien, il joue d'un instrument à cordes et à frettes. Alors, un instrument à cordes et à frettes, vous allez me dire, c'est peut-être une guitare, mais ce n'est pas une guitare si je vous dis que c'est un instrument aussi de la Renaissance, qu'on trouvait par exemple à Crémone. Après, vous allez me dire, c'est Crémone, c'est violon, mais ce n'est pas le violon. Donc déjà, je vous ai un peu aidé, ça réduit. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et il va vous interpréter, il va se présenter, dire peut-être un petit mot sur Forte. Il s'appelle Valentin Tourné et je vous propose de l'applaudir très très fort. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Effectivement, un petit mot pour vous dire que je suis très heureux d'avoir fait partie de la première promotion Forte de la région Île-de-France. Vous dire et rejoindre mes camarades de promotion sur un mot-clé de ce dispositif qui est la confiance aux jeunes, sans forcément présager du résultat, mais en laissant libre cours à leur imagination, aux projets qu'ils proposent. Et vraiment, c'est ce qui m'a marqué la première fois que j'ai rencontré, après avoir été sélectionné, François Demas, Valérie Pécresse et toute son équipe. Et je les en remercie. Ça nous a permis d'enregistrer en fait notre tout premier disque avec mon ensemble qui s'appelle La Chapelle Harmonique, à la Chapelle Royale du Château de Versailles. C'était le Magnificat de Jean-Sébastien Bach qui est sorti il y a plus d'1 an maintenant. Et puis depuis, on a la chance d'avoir été rejoint
par plusieurs programmateurs qui sont d'ailleurs, je crois, dans cette salle, Olivier Meyer à Suresnes, le Festival de Saint-Denis avec Nathalie Rapaport et d'autres. Voilà, donc je vous remercie pour cette confiance et ce soutien. Et je vais vous jouer quelques pièces donc avec mon instrument qui est une viole de gambe, un instrument de musique baroque similaire au violoncelle, mais avec quand même, comme vous le voyez, quelques différences du fait de la présence de frettes et des différences aussi liées aux cordes qui sont en boyau, qui sont des cordes plus vivantes que les cordes en métal des violoncelles modernes. Donc c'est vraiment l'univers de la musique du grand siècle, 17e et 18e. Donc un prélude de Carl Friedrich Abel, une allemande de Bach, suivie d'une gavotte.
Alors juste peut-être un dernier témoignage avant de passer au projet que je dévoilerai avec Benoît Solès. Benoît, vous le connaissez, hein, Molière du meilleur acteur, Molière du meilleur auteur pour La Machine de Turing. La Machine de Turing, une pièce dédiée à la personnalité exceptionnelle de cet homme, Monsieur Turing, qui a révolutionné évidemment notre quotidien et notamment qui a ouvert l'ère du numérique. Alors, je vais appeler Jean-Christophe Ruffin, qui est de l'Afrique à l'Orient, de l'Orient à la Yougoslavie, de la Yougoslavie à maintenant des petites principautés. Donc on ne sait pas exactement où elle se situe, si entre l'Italie et la Suisse, votre dernier roman. Il nous emmène partout dans le monde, il nous fait voyager, mais il nous fait surtout... il nous décrit l'âpreté du monde que nous connaissons. Il connaît l'humanitaire parfaitement. Il a été ambassadeur. Il connaît la géopolitique. Il connaît les zones de conflit. Et il va nous parler de culture, bien évidemment. Merci. Je suis un petit peu embêté parce que je ne joue pas de viol de gambe, je ne fais pas de hip-hop, et je n'ai pas non plus de subvention du concert régional. Alors je trouvais que tout ça faisait beaucoup de handicap. Et puis finalement, je me suis dit que c'était quand même plutôt un avantage. Parce que comme ça me permettra d'avoir un propos simple et sincère pour dire que j'ai d'abord une grande estime personnelle pour Valérie Pécresse. Je la connais, je la suis depuis longtemps. Et puisqu'on parle de culture aujourd'hui et que je suis un peu le représentant, je ne suis pas le seul, il y en a eu d'autres, mais enfin essentiellement des écrivains, je voudrais dire que c'est un secteur de la culture qui apparemment n'a pas beaucoup souffert, moins que les autres. Il y a eu les fermetures de librairies, mais finalement, par rapport au spectacle vivant, la situation de la lecture est plutôt bien meilleure. Mais c'est une santé en trompe-l'œil. C'est en trompe-l'œil parce que, au fond, la lecture est extrêmement fragile. D'abord parce que, si vous observez un peu ce qui se lit, ce qui se vend, il y a une sorte de pincement sur les blockbusters, sur les best-sellers, et puis un grand vide, et ensuite des livres qui souvent ne se vendent pas du tout, avec des jeunes auteurs qui ont beaucoup de mal à monter, j'allais dire, dans des niveaux qui leur permettent de vivre, tout simplement. Donc il y a vraiment, du point de vue, j'allais dire, des créateurs, un très très grand besoin de soutien. Et on l'a redit à plusieurs reprises, beaucoup vivent dans cette région. Et je suis vraiment je peux témoigner par l'expérience de beaucoup de mes amis de l'importance du soutien que vous leur apportez. Donc ça, c'est très très important. Et puis à l'autre bout, je terminerai là-dessus, à l'autre bout, en matière de littérature, il y a le lecteur. Et le lecteur, c'est quelqu'un qui a tendance aujourd'hui, on le sait, à vieillir. Il y a un problème de renouvellement de la lecture. Ce renouvellement, il passe par l'éducation, il passe par les médiathèques, il passe par tout un ensemble d'efforts de proximité. Et moi, je le dis, au vu de ce que vous avez fait, je le dis sans attendre le programme que vous avez présenté, le projet que vous avez présenté. Je fais confiance vraiment à vos options, à votre engagement là-dessus. Et je pense que ce qui a été fait mérite vraiment d'être salué, c'est essentiel, et surtout il mérite d'être poursuivi. Voilà, donc je suis venu simplement vous dire mon soutien et l'espoir que ce qui a été engagé continue. Merci. Merci Jean-Christophe. C'est le bonheur de la politique que d'avoir dans la salle des artistes qu'on admire énormément et qui finalement finissent par dire du bien de vous au bout de 6 ans. Merci Jean-Christophe, et surtout quand ils ne sont absolument pas aidés par la région Île-de-France. Jean-Christophe Roussin n'a absolument pas besoin de notre aide. Alors, vous avez compris, politique culturelle à 360 degrés. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Bah si, il y a encore des choses qu'on n'a pas faites, et c'est ce qu'on va vouloir faire dans le prochain mandat. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans le prochain mandat ? D'abord, on va continuer un certain nombre d'axes de direction qui sont les bonnes. On va tenir le cap, on ne va pas changer évidemment le cap quand ça marche. Donc on va continuer à diffuser massivement la culture dans tous les territoires franciliens et
poursuivre le rééquilibrage de l'offre culturelle entre Paris, la petite et la grande couronne, notamment au profit des quartiers populaires, mais aussi de la grande couronne, qui reste encore vraiment sous-dotée en équipement culturel. Je vais en parler dans quelques instants. J'ajoute que, évidemment, si on parle d'inclusion par la culture, si on parle d'intégration, la région Île-de-France est une région monde, c'est évident qu'on a encore plus besoin du ciment de la culture, et c'est vraiment pour moi, j'allais dire, vraiment une certitude. La culture est ce qui va nous cimenter, et ce qui va faire la cohésion et régionale et nationale. Alors, le deuxième axe, au-delà de la diffusion, c'est les talents, les jeunes, vous l'avez compris, demeurer la première région européenne de la création. La concurrence internationale est très rude et nous voulons que les jeunes puissent créer et que nous ne soyons pas seulement la région de la culture installée. Troisième axe, on l'a dit, les talents, mais aussi les citoyens de demain se forment au lycée. Nous avons la chance d'avoir en Île-de-France 460 lycées publics, plus de 200 lycées privés. On peut, avec ces lycées professionnels, généraux, technologiques, on peut former des consciences. Et donc, la question, c'est vraiment de faire de chaque lycée un lieu culturel. Alors, on a fait des opérations d'éducation artistique et culturelle dans chaque lycée, vous me connaissez, j'ai un petit côté assez systématique. Moi, je ne supportais pas quand on me disait on a vu 10 000 jeunes. Alors 10 000 jeunes, ça veut dire en réalité 10 lycées, vous voyez. Donc ça ne marche pas quand on en a 460 à couvrir, il fallait couvrir les 500 000 lycéens. Et donc on a fait systématiquement des opérations. On a donné 9 000 € à chaque lycée pour pouvoir aussi transporter les jeunes ou inviter les troupes. Donc ça, ou commander les œuvres, mais on va aller plus loin. Et là aussi, l'idée, c'est vraiment de développer cette pratique de l'EAC et de faire en sorte que dans tous les domaines des arts, les lycées puissent investir. Alors le budget, évidemment, les acteurs de la culture ne s'intéressent pas à l'argent. Enfin, c'est quand même mieux, quand on annonce des gros chiffres. Mais c'est vrai que derrière ces investissements, il y a toutes les opérations qu'on va faire. Donc oui aux déclarations d'amour, mais oui aussi aux preuves d'amour. Et donc dans le budget 2021-2027, nous passerons de 520 millions, c'est ce qu'on a dépensé dans le dernier mandat, à 600 millions d'euros dans le prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maintenir le budget de la région au niveau qu'il a atteint annuellement. Et donc on va augmenter de 20% le montant global de ce qu'on dépensera dans le prochain mandat par rapport à ce qui a été fait dans le précédent. Alors certains demandent, certains demandent, je déteste quand on me pose cette question, mais quelle est la différence sur la droite et l'extrême droite? C'est simple, l'extrême droite, dans le dernier mandat, ils avaient comme projet de baisser de 20% le budget de la culture. Voilà. Et eux, ils voulaient le baisser de 20%, nous, on voulait le monter de 20%. Et ce n'est pas la seule différence, bien évidemment, mais enfin, c'en est quand même une très singulière et qui montre exactement ce que c'est que la droite républicaine par rapport à l'extrémisme que je combats de toutes mes forces. Et je le dis parce que souvent, on dit on mêle culture et politique. Eh bien, nous, on n'a pas mêlé culture et politique. Nous, on a subventionné tout le monde. On a financé tout le monde, y compris parfois même des colistiers de Madame Autain qui aujourd'hui se plaignent de ce que la culture a été délaissée, mais qui vivent quand même avec les subventions du Conseil régional. Voilà, ça c'est dit. Donc, nos grands axes du projet. Promouvoir davantage les arts plastiques et urbains, des arts enfin reconnus. Alors c'est vrai que sur les arts urbains, on a encore des choses à faire en Île-de-France. Nous n'avons pas de grands musées publics des arts urbains en Île-de-France. Et donc avec le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, nous avons un projet magnifique dans l'ancienne patinoire Chemetov, dans la patinoire Chemetov, de créer le premier musée public des arts urbains. C'est un mouvement artistique qui a plus de 50 ans maintenant, mais qui reste encore assez méconnu et encore assez ignoré des musées, du monde des musées. Donc les arts urbains, le graphe et aussi
dans cette banlieue de Saint-Ouen, banlieue industrielle, banlieue ouvrière, d'amener aussi un grand lieu de culture. Et on pense que voilà, il ne suffit pas d'y amener le métro, il faut aussi y amener la culture. Alors, une autre initiative que nous allons prendre, c'est que vous savez que la région fait beaucoup de projets d'investissement. Donc on crée des lycées, on crée des gares, on crée des écoles, on aide à financer des quartiers innovants écologiques. Donc on finance énormément de projets d'aménagement urbain. Et l'idée, ce serait, pour aider les arts plastiques, ce serait d'avoir un projet, à chaque projet régional qu'on finance, une œuvre. C'est un peu comme le 1% culturel, mais on mettrait 1 million d'euros par an pour commander des œuvres à des artistes pour qu'elles viennent être un peu des signatures culturelles dans tous les projets régionaux que nous financerions. Alors évidemment, on continuera les résidences d'artistes, ces résidences d'artistes qui sont si précieuses, et puis nous créerons, ça c'est important, parce que ça manque. Et vous savez que la région a aussi la compétence de la formation. Et Florence Portelli l'a très bien dit, la culture, c'est aussi énormément d'emplois en Île-de-France. On raisonne culture, mais il faut raisonner aussi filière, potentiellement d'emplois extrêmement épanouissants, évidemment, pour tous les jeunes qui pourront les occuper. Donc nous allons créer une école d'art pour la sauvegarde des filières de production. Alors ça a l'air un peu technique quand on le dit comme ça, hein. Une école d'art pour la sauvegarde des filières de production. En réalité, c'est tous les métiers qui sont connexes aux arts plastiques. Donc encadreurs, lithographes, sérigraphes, imprimeurs d'art, transporteurs, tous ceux qui organisent les expositions. Il y a une immense demande du secteur, puisque nous sommes en train d'avoir énormément de galeries, énormément de lieux d'exposition, et nous n'avons pas les personnes formées, et on est parfois obligé de recruter à l'étranger pour avoir tous ces techniciens, tous ces métiers connexes des arts plastiques. Donc nous créerons cette école qui sera très pourvoyeuse d'emplois pour des jeunes qui aiment l'art. Ensuite, on créera un parcours des arts urbains en Île-de-France pour les faire connaître. Et ça aussi, ça manque pour nos touristes. Voilà, j'ai parlé d'art plastique au niveau de la région, mais il y a évidemment un grand événement qui va nous structurer, c'est l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Là aussi, nous voulons habiller d'œuvres de jeunes artistes émergents les palissades des chantiers qui vont être réalisés en vue des JO 2024 pour leur donner un vaste terrain de jeu et de visibilité pour tous les franciliens. Enfin, il manque quelque chose. On a parlé du FRAC, Florence Berthoud a très très bien parlé de tout ce qu'on avait fait sur le Fonds régional d'art contemporain pour le faire vivre, après Rantilly, aujourd'hui maintenant Romainville. Donc, à côté du FRAC, il nous manque un fonds régional photographique. La photo est un des grands oubliés des politiques régionales et donc nous créerons ce fonds régional photographique qui permettra de réaliser, comme avec le FRAC, une très très belle collection de représentation de l'Île-de-France et de sa créativité. Alors, par ailleurs, nous voudrions inclure la culture dans nos villes et les artistes dans nos villes et les montrer davantage. Et quand je dis artistes et artisans d'art, parce que les deux sont finalement connexes, c'est une chaîne. Et donc nous aimerions créer, en lien avec les villes qui le souhaitent, des quartiers d'art et d'ateliers d'artistes dans les villes, et notamment dans les villes de banlieue qui aujourd'hui n'en ont pas. Donc imaginez des quartiers d'art et d'ateliers d'artistes sur le modèle de ce qui est fait à Romainville avec Communuma. L'idée, c'est de redonner aux artistes certaines rues et de faire des vrais quartiers d'artistes avec des ateliers d'artistes. Et ce sera évidemment totalement adapté au nouveau mode de travail des artistes. Et ça permettra aussi aux amateurs de venir les rencontrer en direct. Alors, on a parlé du patrimoine. Nous n'opposons pas la création et le patrimoine. On dit souvent le patrimoine est de droite, la création est de gauche. Vous avez compris que nous, on veut être la première région de la création. Et le patrimoine et la création, ça va ensemble. La création fait vivre le patrimoine. Mais nous sommes quand même, au vu du monde, du reste du monde, la première région du patrimoine. Et il faut le dire, notre patrimoine est quand même largement méconnu des franciliens.
L'identité francilienne, elle se créera le jour où les habitants de Paris sauront qu'ils ont la plus vieille abbaye mérovingienne à Jouarre, qu'ils ont un patrimoine urbain industriel absolument magnifique à aller voir à Saint-Denis, etc. Quand les Franciliens franchiront un peu les barrières de leur vie et de leur ville et de leur département pour aller un peu se frotter aux merveilles d'ailleurs. On l'a vu pendant le Covid, beaucoup de Franciliens ont commencé un peu à aller voir à la campagne ce qui se passait et donc il y a énormément de choses à faire connaître. Donc nous ferons une application smartphone pour faire connaître le patrimoine et notamment ces 140 sites labellisés patrimoine d'intérêt régional qui va des maisons des illustres aux anciennes usines, aux guinguettes de la Marne, au village des impressionnistes et qui permettront de vraiment faire connaître tout ce magnifique patrimoine urbain. Nous développerons les résidences d'artistes dans ces lieux patrimoine d'intérêt régional, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un artiste que de créer dans un beau lieu. Et donc l'idée, par exemple, ce serait que la maison Cocteau, dont nous avons hérité à la mort de Pierre Berger, ou plus exactement que nous avons décidé de reprendre à la mort de Pierre Berger, sinon elle aurait été vendue, que cette maison Cocteau puisse, elle aussi, par exemple, accueillir un certain nombre d'artistes en résidence. Je vous conseille, pour tous ceux qui n'ont pas fait le pèlerinage de Milly-la-Forêt, d'aller voir la maison Cocteau que nous allons réouvrir avec la Dation Cocteau. Et je remercie Pompidou qui nous a permis de réouvrir la maison Cocteau avec les œuvres de Jean Cocteau dedans. Benoît, tu vas peut-être nous parler du cinéma ? Avec plaisir. D'abord, je voudrais, en 2 mots, déjà, vous dire pourquoi je suis là, pourquoi je viens co-présenter le projet. C'est tout simplement parce que dans l'esprit de tout ce qui a été dit, Valérie a toujours voulu co-construire, c'est-à-dire bâtir un projet, une gouvernance d'après les échanges qu'elle a avec les artistes. C'est pour ça que moi, en tant que comédien, auteur, elle m'a proposé non seulement de discuter de spectacles vivants en particulier, mais même de m'engager auprès d'elle au conseil régional. Et je dis ça parce que dans la crise qu'on vient de traverser, je crois et je peux témoigner que la réponse de Valérie et de tout l'exécutif, elle a été forte. J'en veux pour preuve, parce que ça a été un moment très symbolique pour moi, que quand on a présenté une motion pour le déconfinement culturel, au moment où on était tous empêchés, et on a tous un peu ressenti un sentiment d'injustice et d'arbitraire, on a fait voter cette motion à l'unanimité des groupes du conseil régional. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, finalement, je fais bien d'être là. Et dans la lignée de tout ça, de ces rencontres, de cette expertise qui se crée, en discutant entre artistes et politiques, il y a de très beaux projets qui ont émergé. Et puisque tu m'as présenté en parlant de Turing, cette crise nous a fait comprendre que le numérique pouvait y être une réponse. On a tous pu, n'est-ce pas Mathilda May, on a tous pu capter des performances et continuer à les proposer pendant les confinements. Mais pour cela, encore fallait-il ou les avoir déjà captés ou avoir des moyens pour le faire. Ce sera possible dans la prochaine mandature parce que la région créera une aide à la création de contenu numérique, des podcasts. Donc ça peut être dans une situation d'urgence comme celle qu'on a vécue, mais ça peut être aussi prévu comme ça parce que aujourd'hui, dans toutes les branches de la culture, on a besoin d'être au contact du réel, du vivant, mais aussi parfois de numériser nos contenus. Mais ce ne sera jamais fait au détriment de la rencontre. Par exemple, en ce qui concerne l'écriture des scénarios, on va proposer la création, on va créer une maison francilienne des scénaristes. C'est une idée qui vient en partie d'eux, parce qu'un scénariste, il est souvent au début de son travail un peu seul dans la recherche des financements, dans l'aide à l'écriture. Donc un lieu sera prévu pour cela, afin que le scénariste puisse trouver, par exemple, une aide à l'écriture de son pitch, de son premier film, et il rencontrera des professionnels qui l'aideront, qui le guideront. Voilà, tout ça est dans la lignée de cette co-construction. Dans les lycées, le mot d'ordre, c'est toujours plus de culture, et après le succès des leçons de littérature,
qui a été un des événements suivis, appréciés, qui a eu un immense succès. On va créer des leçons d'art. Ça a été dit, les métiers d'art, on les a parfois un peu oubliés, mais je dis ça en voyant Alexandre Giquelot, le président de Drouot, dans le 9e à Paris. Les métiers d'art sont importants parce qu'il y a de l'emploi, il y a de la formation, il y a des passions qui se créent. Et là, avec ces leçons d'art, les grands artistes viendront au contact des lycéens pour leur transmettre, un peu dans l'idée du compagnonnage finalement, leur transmettre leur savoir et peut-être créer des vocations. Une autre grande et belle idée, alors là, qui me parle particulièrement, ce sont les concours d'éloquence. C'est assez à la mode en ce moment, on voit des films, on voit des reportages là-dessus, et ça a raison de l'être parce que la parole, la prise de parole en public, elle peut aider vraiment les jeunes aujourd'hui, au-delà de l'apprentissage et de la maîtrise de la langue, elle peut les aider à plein d'égards, par exemple dans la recherche d'un emploi. C'est toujours bien de savoir se présenter, de savoir passer ce cap de la prise de parole en public à travers ces concours d'éloquence et une grande finale qui réunira tous les candidats. On veut bien sûr créer du lien, mais apporter une meilleure pratique. Et il vaut mieux des battles verbales que des battles tout court. Hein. Absolument. D'ailleurs, il y a vraiment beaucoup d'idées qui sont dirigées vers les lycées, qui est une des grandes compétences que tu as à la région. Et dans les EAC, ces ateliers d'éducation artistique dont on a parlé tout à l'heure, on veut également créer à travers une fête des lycées, un moment où les œuvres qui ont été créées dans chaque atelier soient confrontées. C'est pas pour l'idée de faire du concours à tout prix ou pour donner des prix. C'est l'idée, c'est que les gens se rencontrent, qu'on soit confrontés finalement à la vision d'une œuvre, amenés à défendre celle qu'on a voulu inventer, construire et faire finalement voilà, circuler comme ça dans ce lien toutes ces créations. Concernant la musique, on s'est aperçu que dans les lycées, il y avait parfois des ciné-clubs, parce que c'est facile, assez facile de trouver une salle et de projeter des films, mais il y avait un manque de musique, ou en tout cas on veut créer un club musique. Un club musique, ça va être un endroit où on va pouvoir par exemple trouver des instruments, s'échanger des instruments pour pratiquer la musique. Et enfin, un dernier dispositif qui s'appellera le Capital Culture proposera aux jeunes et aux apprentis de pouvoir, avec l'aide de la région, se transporter dans des grands centres et lieux de culture, que ce soit le Louvre, le Centre Pompidou, dont tu as salué le président tout à l'heure, Orsay, la Comédie Française, que sais-je. Vous voyez, il y a vraiment des énergies qui vont vers le public, où les artistes vont vers le public, vers tous les publics et en priorité bien sûr les jeunes et dans les territoires où il y a le moins de culture. Et puis on va aussi faire bouger les publics pour aller vers les grands lieux culturels. Toujours voilà, cette idée de circulation de la culture. Et pour finir, sur le spectacle vivant, et vous savez combien ça m'est cher, on va évidemment continuer l'été culturel. Cet été culturel qui a eu lieu l'an dernier, ça a été une respiration, ça a été vraiment un moment de retrouvailles entre les artistes et le public. Donc on a envie que ça continue. Je crois d'ailleurs qu'on peut déjà rassurer Franck Ferrand ou Dominique Besnéard, parce que tout cet effort qui a été si bien présenté, tout le bilan va être continué, je dirais même amplifié dans la prochaine mandature, je l'espère. Et une des créations les plus emblématiques, peut-être, les plus fortes, on connaît tous, chère Florence, le LONDIF, l'Orchestre National d'Île-de-France, et on propose la création du Ballet d'Île-de-France. C'est un très beau projet qui sera construit avec José Montalvo et Mourad Merzouki, dont tu as parlé aussi tout à l'heure. Et on créera enfin des kiosques à journaux, et parce que c'est un secteur qui a été très impacté, qui l'est de toute façon par le numérique, mais qui l'a été encore plus par la crise. Et on va reconduire aussi le dispositif de lecture à haute voix. On a parlé tout à l'heure de Marc Lavoine qui est venu devant les classes lire des textes, parce qu'on pense que venir incarner un texte, venir pratiquer un instrument, venir montrer comment on fabrique un meuble, c'est à travers cet échange que des vocations se créent, que des emplois se créent au final
régionales, que des métiers se décident. Voilà en gros quelques-uns des très beaux projets que nous avons envie de voir s'incarner dans la prochaine mandature. Merci Benoît. Et je reviens vraiment sur l'idée du ballet d'Île-de-France. L'idée n'est pas de faire un ballet de plus. L'idée, c'est toujours les talents émergents. Et dans l'esprit de Montalvo et Merzucchi, l'idée, c'est vraiment qu'on ait une académie des talents en Île-de-France pour la danse. Et je crois que la région peut être le creuset de ces talents pour les faire grandir, pour les faire émerger. Et ensuite, comme on est sélectionneur de talents dans plein d'autres domaines où nous avons 500 000 étudiants, nous sommes la première région des talents. Et donc, ça doit être aussi le cas dans la culture. On l'a fait avec Forte, et là, on le fera avec le ballet qui sera créé, le ballet d'Île-de-France. Alors, et j'y reviens vraiment sur l'idée de la maîtrise de l'oral. Je sais que c'est aussi quelque chose qui tient énormément à cœur à Robin Renucci, qui était venu me voir il y a 10 ans, quand j'étais ministre, pour me dire quand on maîtrise la langue, voilà, tout change. Voilà, la vie change. On maîtrise la langue, l'oral, on maîtrise aussi l'écrit, on lit, tout peut changer. Donc nous, on est totalement convaincus de ça, et on va aller encore plus dans les lycées maintenant qu'on a réussi à avoir des vrais partenariats, des référents culturels dans chaque lycée. On va aller encore plus loin, et je voudrais saluer Agnès Evren qui est assise au 4e rang et qui a été la vice-présidente culture de la région avant Florence, et qui... Je lui avais confié cela, les lycées et la culture ensemble, et donc elle a fait le tour des lycées, et c'était pas un hasard s'il y avait les lycées et la culture, parce que c'était comme ça qu'on a réussi à tisser tous ces partenariats avec les proviseurs qui au départ étaient parfois un peu réticents à voir arriver la région dans leur pré-carré. Alors, je voudrais revenir, je vais peut-être enlever mon masque, est-ce qu'on a le droit? Oui, j'ai le droit. Sur les scènes, on a le droit. Sur scène, on a le droit. On a J'aurais dû le faire depuis le début. Mais je voudrais revenir sur les déserts culturels. Parce que cette politique de lutte contre les déserts culturels, c'est un fil rouge, mais on n'est pas encore allé assez loin. Et nous, on a identifié un certain nombre de déserts culturels. Et j'ai convaincu Roselyne Bachelot, parce que, vous le savez peut-être pas, c'est un peu technique, mais il y a quelque chose qui est signé entre l'État et la région. C'est un contrat de partenariat, d'investissement commun, qui s'appelle le contrat de plan État-région. Ce contrat de plan État-région, dans les autres régions, a un volet culture. Mais en Île-de-France, il n'y avait pas de CPER culturel, de contrat de plan État-région culturel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'investissement conjoint de la région et du ministère de la Culture ensemble. Et j'ai été voir Roselyne, et je l'ai convaincue de porter auprès du président de la République l'idée d'un CPER culturel en Île-de-France. Et donc nous aurons un CPER culturel en Île-de-France qui fera 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, 100 millions régions, 100 millions État, et qui va nous permettre d'investir dans des nouveaux lieux, la création de nouveaux lieux. Et dans le cadre de ce CPER, nous voulons inscrire un très ambitieux programme d'investissement pour le spectacle vivant, le patrimoine, on en a déjà parlé, mais aussi pour les arts visuels, pour le livre et pour tous les secteurs de la culture. Alors, on vous a parlé du centre Pompidou francilien Fabrique de l'Art qui va ouvrir à Massy, pour lequel, si la région n'était pas intervenue avec le département de l'Essonne et la communauté de communes de Massy-Palaiseau, si nous n'étions pas intervenus, le projet Fabrique de l'Art, il partait en province. Voilà. Il partait en province parce qu'il y a eu les Gilets jaunes, parce que le ministère de la Culture investit déjà beaucoup à Paris, mais sauf qu'en Essonne, le ministère investit 1 euro par habitant et par an. 365 euros par habitant et par an à Paris, 1 euro dans l'Essonne. 1 500 000 habitants. Donc on a décidé que la région, la ville et le département mettraient le paquet, on a mis 30 millions d'euros, pour pouvoir garder les réserves de Pompidou. Alors évidemment, du coup, on a demandé des contreparties, notamment l'ouverture de ces réserves, la possibilité d'y faire des expositions, la possibilité d'y faire des ateliers culturels, et surtout, quelle était la stratégie derrière? Mettre l'art contemporain à Saclay. Pourquoi? Parce que Saclay, c'est évidemment le moteur technologique de la France, le moteur scientifique de la France demain, et faire converger la recherche, la science et l'art, c'est absolument indispensable si nous voulons être les grands de demain. Parce que c'est ce que fait la Californie.
C'est ce que font les grandes universités américaines. Et nous avons un problème, c'est que dans nos universités, nous avons laissé les écoles de culture en dehors de l'université. Nous avons laissé les écoles d'art dépendre du ministère de la Culture et non pas du ministère de l'Enseignement supérieur. C'était mon grand dada il y a 10 ans. J'ai essayé de récupérer les écoles d'art, je n'ai pas réussi. Mais donc, il faut qu'à Saclay, qui est le plus grand campus aujourd'hui francilien, il y ait de l'art. Et donc, il y ait Pompidou. Alors, dans ce CPER, dans ce contrat de plan État-région, nous allons financer 35 projets. Enfin, nous avons identifié plus exactement 35 projets, hein, si je suis reconduite, parce que après, je ne sais pas si c'est pas moi, je ne maîtrise plus rien. 35 projets pour favoriser les territoires oubliés. Le 93, le 95 et le 91, mais aussi le 77, sont des départements qui ont besoin d'être aidés. Donc, nous allons créer le CNAREP. Le CNAREP, ce sera le Centre national des arts de la rue et de l'espace public à Garges-les-Gonesse. Nous subventionnerons aussi, dans un autre style, l'abbaye de Royaumont, dans le Val d'Oise, l'atelier Vasarely à Annette-sur-Marne, le théâtre des Amandiers, qui évidemment fera peau neuve à Nanterre, l'École nationale des arts du cirque à Rosny-sous-Bois, dans Seine-Saint-Denis, les ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois, que vous connaissez bien, Clichy-Montfermeil, pardon, la rénovation du Centre dramatique national d'Aubervilliers et de celui de Sartrouville, centres dramatiques nationaux qui n'étaient pas aidés par la région auparavant, la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'extension et la rénovation de la maison Fujita dans l'Essonne, à Villiers-le-Bac, et du domaine de Chamarande. Mais nous n'oublions pas Paris, avec 2 beaux projets à Paris, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, et aussi le musée de la caricature, musée Wolinski, dans le 5e arrondissement de Paris. Et c'est évidemment très symbolique pour nous. Par ailleurs, vous le savez, il y avait un grand projet dans le 95 qui a été abandonné pour des raisons environnementales, qui était le projet Europa City. Et sur ce projet Europa City, donc dans le triangle de Gonesse, à quelques encablures de Villiers-le-Bel, de Gonesse, de Garges-les-Gonesse, de Sarcelles, donc un territoire extrêmement dynamique démographiquement, mais aussi extrêmement pauvre, nous avions, enfin plus exactement, le projet avait été lancé de faire venir des antennes du Grand Palais, des antennes de la Philharmonie, je ne sais même plus qui, enfin il y avait tous les grands lieux de culture avaient été sollicités pour ce projet Europa City qui ne verra pas le jour. Et donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est créer un grand lieu culturel pluridisciplinaire dans le 95, dans le Val d'Oise, dans l'est du Val d'Oise, dans cette partie très oubliée du territoire francilien. Je vous ai parlé du CNAREP à Garges-les-Gonesse, mais c'est un autre projet. Et ce serait un projet qui impliquerait la Philharmonie de Paris, notamment la Philharmonie des enfants, puisque vous le savez, la région est impliquée dans la Philharmonie des enfants, projet de la Philharmonie de Paris. Nous pourrions avoir une antenne dans cet espace, la réunion des musées nationaux, bien évidemment, et l'idée, ce serait d'y consacrer les mêmes montants que nous avons consacrés au Centre Pompidou-Massy pour un très grand lieu, espace de création, de diffusion et d'exposition dans l'est du Val d'Oise, dans un lieu à définir avec l'État, mais pour lequel nous investirions 20 millions d'euros. Alors, l'émergence, on en a parlé, l'émergence, c'est évidemment la poursuite de Forté. Quand ça marche, on ne change pas, mais au-delà de Forté, du Fonds des talents émergents, nous voudrions que tous les lauréats Forté bénéficient d'un label, le label Jeunes Talents Franciliens, parce qu'on finit par avoir un certain nombre d'alumni dans notre Académie des talents, donc label des jeunes talents franciliens. Et puis, il y a un lieu dont la région a essayé depuis 5 ans de trouver la vraie destination, et certains d'entre vous d'ailleurs s'y sont intéressés, c'est le château de Villarceau. Le château de Villarceau qui est au fin fond du Vexin, qui était le château de Ninon de l'Enclos, dans lequel Gérard Garouste aujourd'hui a ouvert son académie, mais qui est un château qui est aujourd'hui vraiment qui vivote. Et on a cherché des porteurs de projets, on a lancé des appels à manifestation d'intérêt. Le problème, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de ce château, nous n'en sommes que locataires, attributaires. Et la fondation qui est propriétaire nous a dit, ah bah écoutez, si vous le vendez, nous, on récupère la propriété, on le vendra au plus offrant.
Et le plus offrant sera vraisemblablement un investisseur étranger qui le fermera au public. Donc nous refusons la fermeture de Villars-Sault au public, Florence y tient énormément. Et donc, comme nous n'avons pas réussi à trouver de projet qui ait un vrai modèle économique, comme on dit maintenant dans la culture, un vrai modèle économique, c'est-à-dire qu'il puisse subvenir à ses propres besoins, eh bien nous avons décidé de changer de braquet et de faire de Villars-Sault une Villa Médicis. Et donc de nous engager sur Villars-Sault à vraiment accueillir des artistes. Alors ce sera une résidence plus, mais pas seulement une résidence, aussi un lieu de concert, un lieu de spectacle, un lieu dans lequel vraiment on essaiera de faire vivre ce lieu. Alors ça va être un très très gros défi, parce qu'il va falloir amener le public dans le Vexin. Bon, évidemment, avec l'acte 2 de la révolution des transports, ce sera plus rapide, mais enfin, c'est quand même à 45 minutes de Cergy. Bon. Donc, il va falloir qu'on y arrive. Mais moi, j'y crois parce que le lieu est magique et parce que la région ne peut pas laisser ce lieu magique vivoter comme il vivote depuis 20 ans. Et donc, il faut qu'on réinvestisse Villars-Sault. Moi, j'ai une théorie, c'est que quand un lieu vivote, on a deux solutions. Soit on le ferme, soit on le développe. On va prendre la deuxième solution. Et j'ajoute que sur Villars-Sault comme sur la maison de Cocteau, je pense qu'il faut qu'on ait une structure chapeau, qui soit là pour faire la promotion de ces lieux, la promotion de tous nos lieux, Romainville, tous les lieux Rentilly, tous les lieux qui dépendent de la région, qui sont tous magnifiques, mais aussi tous les lieux financés par la région, nos maisons des illustres, nos musées, nos salles de spectacle, nos fabriques. Donc on aura Île-de-France Culture qui sera une structure porteuse et qui viendra faire vraiment la promotion et la stratégie d'ensemble de tous ces lieux. Alors comme la culture est une fête, eh bien, nous voulons aussi amener le public dans les lieux. Alors, il y a évidemment un pass culture qui a été fait au niveau national pour les jeunes. Mais pour nous, la culture, c'est quand même de 7 à 77 ans. Et il n'y a pas que les jeunes qui ont le droit à la culture. Voilà. Et donc, ce que nous avons, vous savez, une compétence, qui est la compétence transport. C'est nous qui éditons le fameux pass Navigo. Et donc, comme on édite le pass Navigo, qu'on a décliné, il y a le pass senior pour les retraités, il y a le pass Navigo, il y a le pass junior maintenant pour les tout petits, 7 à 11 ans, il y a le pass imaginaire pour les étudiants. Nous allons demander à tous nos partenaires, il y en a certains dans la salle, tous nos partenaires de la région, qui sont aidés par la région, qui ont été aidés pendant la crise Covid, les festivals, les lieux, les cinémas indépendants, les librairies indépendantes, tous ceux qu'on a aidés à survivre pendant cette crise, on va leur demander de faire un geste. Et donc, sur présentation du pass Navigo, du pass senior, du pass junior, du pass imaginaire, pouvoir donner des réductions dans les lieux pour que tous les franciliens reviennent vers la culture. Alors vous allez me dire, elle exagère, on n'a déjà pas eu de recette pendant 1 an, et maintenant il va falloir en plus faire des ristournes. Bah oui, mais en même temps, on a été là pour vous. On vous a permis de survivre, on vous a permis de continuer, de payer vos frais fixes. Et donc, on vous demande tous un petit geste. Alors, ce sera sur la base du volontariat, évidemment. Et après, il y aura un effet d'image, pour ceux qui le feront et ceux qui ne le feront pas. Et puis, voilà, vous y avez tous intérêt, parce que la démocratisation de la culture, c'est quand même un enjeu qui nous rassemble tous ici. Voilà, alors, par ailleurs... Bon, il y a plein d'autres encore mesures, je vais aller plus vite. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que toutes ces nouvelles idées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Ces nouvelles idées, elles sont venues de groupes de travail que nous avons faits, qui ont été menés de main de maître par un certain nombre de personnes qui m'entourent sur cette estrade, mais aussi par des conseillers de l'ombre qui se cachent et que je voudrais vraiment remercier parce qu'ils font un travail absolument formidable. Donc, merci à tous, merci pour toutes ces belles idées. Vous l'avez compris, la richesse de l'Île-de-France, c'est les Franciliens, c'est d'être une région monde qui attire les talents, mais qui doit aussi grandir en ayant une identité. Et la culture fait partie de l'identité de la région Île-de-France. Nous sommes une grande région culturelle, et c'est pour cela que je crois que la culture est notre ciment, et c'est pour ça que vraiment nous allons rassembler les Franciliens autour de leur culture, qui leur permettra aussi de découvrir l'autre qui est peut-être juste de l'autre côté de la rue, mais qui a quelque chose à lui dire et qui le dira
par le biais de la culture. Alors voilà, normalement il y avait des questions-réponses, mais j'espère que la salle est encore vaillante pour les poser. Donc la parole est à la salle. Nous avons assommé la salle. Monsieur ou madame, pardon, excusez-moi, madame, avec la lumière dans les yeux, excusez-moi. Quoique avec le masque, c'est difficile de dire. Bonjour, alors je suis Julie Métairie, moi je suis artiste et je suis coprésidente de la Fédération des Arts de la Rue Île-de-France. Alors, donc du coup vous avez parlé du CNAREP de Garges-les-Gonesse, mais qui est une continuité dans ce qui existe déjà, donc c'est une bonne nouvelle, on s'en réjouit, mais du coup bien sûr il faut aller de l'avant, comme vous le dites. Les arts de la rue, je pense qu'on est quand même vraiment un secteur justement qui participe à ce tissu social, parce que là les arts de la rue, bah, ça va partout. Et justement, par rapport à ce que vous disiez sur la construction de la ville et du 1% travaux publics, c'est-à-dire par les arts plastiques, du coup, allouer un budget d'1% à chaque fois, du coup, aux arts plastiques sur la création d'un pôle, d'un espace, etc. Nous, on défend aussi ça pour les arts de la rue, c'est-à-dire vraiment que ça puisse aller dans le sens d'un financement qui puisse permettre aux arts de la rue d'exister dans la fabrique de la ville. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est quand même un secteur qui manque quand même de visibilité de par simplement notre structure économique aussi. C'est-à-dire que nous, on fonctionne pas forcément en billetterie, on est à ciel ouvert, on est dehors, on revendique ça aussi, le fait de pouvoir justement toucher la personne qui est derrière sa poussette et qui d'un coup va s'arrêter en fait et qui d'habitude rentre pas dans les théâtres parce que des fois les gens ils pensent que c'est pas pour eux. Voilà. Donc ma question, elle est centrée sur les arts de la rue. Est-ce que vous pensez que justement cet objectif de 1% travaux publics pour les arts plastiques pourrait s'appliquer à notre discipline également? Et je fais un petit rebond aussi sur le musée des arts urbains qui entre aussi tout à fait dans le champ de notre secteur qui est très large. Voilà, merci. Alors ce qui est certain, c'est que dans le musée des arts urbains, les arts de la rue doivent avoir leur place, c'est-à-dire ça doit pouvoir devenir aussi un lieu qui connaît les animations. En plus, le lieu s'y prête extrêmement bien, puisque c'est juste devant la grande gare de la ligne 14, et c'est un très beau lieu. Donc effectivement, il faudra qu'on ait aussi des arts de la rue autour de pour animer ce musée des arts urbains. Pour revenir à votre idée, qui est une idée intéressante que nous n'avons pas eue, je confesse, mais qui est une idée intéressante. À ce stade, c'est pas prévu dans le projet, mais en revanche, on a 2 appels à projets intéressants pour vous. L'été culturel, où on va financer quand même 3000 spectacles, 3000 spectacles, dont énormément de spectacles, comme on dit, à l'extérieur, en extérieur, enfin outdoor, je ne sais pas comment vous les appelez, mais enfin en tout cas hors les murs, parce que Covid, parce qu'été, parce que déconfinement. Donc l'été culturel, il faut candidater, 3000 spectacles financés. Et puis il y a un autre appel à projet auquel les arts de la rue sont vraiment invités à candidater, pas que les arts de la rue, mais les arts de la rue aussi. C'est l'appel à projet spécifique quartier populaire que nous avons lancé après l'incendie du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes. Quand le chapiteau du cirque de Chanteloup-les-Vignes a été incendié, parce que la ville, petit à petit, reprenait le quartier aux dealers, eh bien, d'abord on s'est engagé à le reconstruire, bien sûr, mais on a lancé un appel de 500 000 € pour que on puisse avoir une centaine de représentations qui soient faites dans les quartiers populaires. Et avec la crise Covid, évidemment, l'idée de faire des spectacles de rue, en bas des tours, des concerts de rue, des pièces de rue, était évidemment très très logique. Donc vous avez aussi cet appel à projet que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui sera renouvelé chaque année et qui permet aux arts de la rue aussi de jouer dans les quartiers populaires. Mais je retiens quand même l'idée d'un projet un projet d'art de la rue avec un projet urbain. Et je vais en parler avec les associations de maires pour voir avec eux comment est-ce qu'on peut organiser l'idée. Parce que je la trouve très bonne. On ne l'a pas eue.
Bonjour Madame Pécresse, je suis Tony Harrison. Je suis ravi de vous poser cette question. J'ai la chance d'ailleurs depuis quelques années de travailler notamment pour la T9, hein, qui est l'atelier théâtre du 9e, notamment avec Madame Burkley. Je représente Arc-en-Ciel Compagnie, qui est une compagnie de théâtre qui fait des actions dans les lycées, dans les collèges partout en Ile-de-France. La question est la suivante. Effectivement, vous avez parlé de la culture dans les lycées, de la culture pour les jeunes. Et c'est vrai que connaissant bien l'Île-de-France, parfois certaines actions viennent dans les établissements. Alors la culture, est-ce que c'est la culture à tout prix? Est-ce que les jeunes sont prêts justement à l'adopter, cette culture-là? Est-ce qu'il y a des personnes dans la région qui sont à la recherche justement de liens entre les jeunes et des actions qui leur sont destinées? Parce que par exemple pour la musique classique, dans certains endroits, il y a des orchestres, hein, qui se déplacent dans les lycées pour essayer de sensibiliser les jeunes, par exemple à la musique classique ou au théâtre. Parfois ce n'est pas les bons ponts, parce que la pédagogie c'est aussi quelque chose qui s'apprend, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez tous les artistes. Justement, est-ce que cette mise en place, cette pédagogie parfois ne nécessite pas une compétence et comment on peut identifier justement ce lien d'identification entre celui qui reçoit l'action et celui qui vient la proposer? Est-ce qu'il faut obliger le jeune à la recevoir, ou bien il faut que ça soit naturel pour lui d'accueillir cette culture? Alors, vraiment, c'est une très bonne question. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé tout au long du mandat. Nous, toutes nos opérations dans les lycées sont faites en lien avec les enseignants et les équipes pédagogiques. Parce que c'est pas facile pour un jeune qui ne la connaît pas d'appréhender la musique classique, d'appréhender une œuvre d'art contemporain. Donc, on ne fait toutes nos opérations d'éducation artistique et culturelle, c'est avec des relais enseignants qui sont volontaires. C'est pour ça qu'au début, ça a mis du temps à démarrer. Et vous parlez d'orchestres de musique classique qui viennent. L'Orchestre national de l'Île-de-France va dans pratiquement tous les lycées, en tout cas à la demande de chaque lycée peut venir, pour faire de la musique de chambre et pour apporter de la musique classique. Ce que je déteste, c'est l'idée de barrière culturelle. Et malheureusement, on le sait, pour des jeunes, quand ils vont poursuivre leurs études, quand ils vont rentrer dans la vie professionnelle, les barrières culturelles sont à la fois superficielles, mais elles peuvent paraître infranchissables. Elles sont superficielles parce qu'il suffit d'amener la musique classique dans un lycée pour qu'une barrière culturelle saute. Mais elles peuvent paraître infranchissables. Rentrer dans une salle de concert pour un jeune, venir à Paris, pour certains jeunes, au musée, c'est impossible, c'est impensable, c'est culturellement pas facile. Donc effectivement, il faut que toutes ces barrières, on les fasse sauter, et on les fait sauter qu'avec les enseignants. Parce qu'on ne peut pas mettre devant un jeune une œuvre d'art contemporain et lui dire « Regarde, voilà, c'est de l'abstraction, découvre l'œuvre tout seul ». Voilà. De la même façon que c'est pas simple de lui mettre certaines pièces de théâtre. Voilà. Donc on a besoin des enseignants. Et on fait un double travail, une double entrée. Mais on veut aussi les amener dans les lieux. Hein. On ne veut pas seulement amener la culture dans les lycées. Par exemple, Jean-Luc Martinez, au Louvre, m'avait appelé en me disant le Louvre est gratuit. Parce que, alors, oui, on parle souvent de la gratuité en disant on va tout faire gratuit, comme ça les jeunes viendront. Ben non, le Louvre est gratuit, les jeunes ne viennent pas. Et donc il m'a appelé et il m'a dit on fait des nuits au musée. Et les jeunes de banlieue ne viennent pas. Et donc on a fait une grande opération. En fait, on a demandé à tous les professeurs volontaires et on a amené 2500 lycéens. Et c'était le week-end de l'Ascension. C'est pour ça que je ne laisserai jamais dire que les professeurs ne sont pas motivés. Hein. Week-end de l'Ascension, samedi de l'Ascension, nuit au musée, 2500 lycéens. Et nous avons payé l'écart. Parce qu'en fait, la vraie barrière, c'était le transport. Donc la région a offert l'écart et on a amené ces 2000 jeunes pour faire. Il y a eu un magnifique spectacle, ils ont fait la nuit au Louvre et ça a été un immense succès. Donc quelquefois il suffit de petits gestes que la région peut faire, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les enseignants sont sacrément volontaires pour travailler sur ces projets culturels. Bonjour, merci Madame Pécresse. Je suis Saïd Assadi, j'ai créé un lieu résidence, création et diffusion à la Goutte d'Or, 18e arrondissement de Paris. Et je partage
vraiment tout ce qui a été dit par rapport au rôle de la culture en service de la cohésion sociale. Et nous voyons comment aujourd'hui un lieu dans la proximité de quartiers populaires peut jouer un rôle vraiment important. Alors, la seule chose qui m'a un peu contrarie parfois, c'est dès qu'on parle avec la région sur Paris. Évidemment, dès qu'on parle de Paris, on parle de budget, des équilibres de budget que je partage entièrement. Néanmoins, on n'a pas une sorte de visibilité claire sur les quartiers populaires à Paris, qui est complètement différent. On est beaucoup plus proche à la situation des banlieues parisiennes. Mais je pense que cet cloisonnement, c'est peut-être de mon point de vue, si vous me permettez, c'est une erreur par rapport à la politique culturelle que vous développez, entre autres, aujourd'hui. Moi, je pense que nous, les acteurs culturels dans les quartiers populaires, nous pouvons établir un lien vraiment constructif avec les lieux culturels en banlieue. Moi, je vois des collègues. D'une part, ça permet une sorte de circulation, parce qu'il est très difficile d'amener les publics parisiens en banlieue. Nous avons travaillé avec une école de 18e et Clichy-sous-Bois. Dès qu'on disait aux enfants de Clichy, on va à Paris, ils étaient vraiment joyeux. Dans le sens inverse, c'était vraiment calvaire. Voilà. Donc voilà, moi, je souhaite poser cette question. Est-ce que dans votre programmation, nous pouvons envisager plutôt, à la place de disons, cloisonnement, envisager un travail synergique entre les différents lieux en banlieue et quartiers populaires de Paris? Absolument. Alors, moi, je tiens à le dire, hein, j'ai parlé des grands lieux de culture parisiens pour les opposer effectivement à la banlieue, parce que je veux qu'on rééquilibre et que la culture soit accessible dans tous les territoires, qu'on n'ait pas besoin de se faire 30 ou 40 km pour avoir un lieu de culture. Mais bien évidemment, si vous candidatez sur nos projets, vous serez traité comme lieu de culture dans un quartier populaire. Vous ne serez pas traité comme lieu de culture à Paris. On ne vous confondra pas avec la Comédie Française ou avec le Musée du Louvre. Et évidemment, vous serez aidé dans le cadre de cette action de démocratisation de la culture et d'inclusion que vous menez. Donc ça, c'est la première chose. L'idée de faire des passerelles entre Paris et la banlieue, bien sûr, on essaye d'en faire, mais c'est vrai qu'on envoie moins de petits Parisiens en banlieue que l'inverse. C'est un mouvement qu'on peut aussi essayer de travailler volontiers pour le faire, mais pas seulement avec les quartiers populaires, hein. On peut aussi les emmener dans des villages, leur faire découvrir. Vous savez, l'autre jour, j'étais avec des jeunes lycéens qui avaient gagné le prix de la résistance, et on était au musée de Gaulle à Colombey pour l'anniversaire du général de Gaulle, l'année de Gaulle. Et donc, c'est des gamins qui avaient gagné le concours de la résistance. Ils connaissaient tout sur de Gaulle, tout. Ils savaient tout. Et à un moment donné, au musée de Gaulle, ils passent devant une fenêtre et ils disent « Oh, une vache !» Vous avez vu, il y a des vaches. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, nos petits urbains, voilà, ils apprennent beaucoup de choses à l'école, mais il y a parfois des territoires qu'ils ne connaissent pas ou des réalités qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, des vaches, en Ile-de-France, il y en a beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais on a quand même des éleveurs. On est la terre du Brie quand même. Hein. Donc, on pourrait les emmener au musée du Brie pour voir le patrimoine culinaire de l'Île-de-France. Donc, tout ça pour dire que je pense que vous avez raison. Il faut qu'on essaye de faire sortir aussi les petits Parisiens de Paris. Je crois que ça va être la dernière question parce que après on va perdre tout le monde et puis il faut qu'on conclue. Ce n'est pas une question. Ah, Jean-Paul, cher Jean-Paul. C'est juste un remerciement parce que je suis témoin depuis 2 ans maintenant, presque 3 ans, de votre investissement pour tous ces jeunes musiciens classiques qui se sont produits l'année dernière au Potager du Roi à Versailles, qui reviennent cette année. Et je dois vous dire que devant l'enthousiasme de toute votre équipe, celui d'Agnès Evren à l'époque, celui de François Demas, d'Éric Grosse et tout, je me sentais, cette façon que vous avez de vous surpasser pour les autres, je voulais la souligner cet après-midi et vous remercier. Merci Jean-Paul, merci. Alors ça fait une transition toute trouvée. Alors la transition est merci Jean-Paul.
Jean-Paul, la transition est toute trouvée pour les 2 derniers témoignages qui vont être un peu sous la forme d'une petite surprise en vidéo qu'on va écouter maintenant et découvrir ensemble. Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse, Marathon des talents, énormément de choses à venir, de belles choses en perspective pour mettre les talents en avant. Plein de positifs, que du bien, que du bien. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Marathon des talents, c'est maintenant. Let's go. Bien, c'est tout naturel pour moi. Naturellement, donc, je choisis Valérie. Ma Valérie, je l'aime beaucoup. Nous sommes de grandes amies. J'apprécie cette femme très, très fort, humainement. Politiquement aussi, j'aime ses discours, j'aime ses débats, quand elle mène des débats. J'aime cette femme, je la connais depuis l'époque de Jacques Chirac. Je n'ai que de bons souvenirs avec Valérie. Elle me touche beaucoup humainement, je vous l'ai dit déjà et je le répète. Et puis aussi dans la vie, elle parle naturellement, elle parle des faits de la vie, elle en parle avec son cœur, avec son âme. Enfin, elle me touche profondément. Je l'aime beaucoup, dites-le lui. Et puis, elle le sait d'ailleurs. Et bien entendu, je vote pour elle, bien sûr. Alors, bon vote. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Je crois que, comme on vient de le voir, la culture, ça infuse tous les milieux, toutes les générations, mais la culture, ça s'incarne. Alors, merci de l'incarner si bien maintenant et j'espère pour l'avenir. À bientôt, merci beaucoup.